So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à tous, excellente matinée à vous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus dans Vous êtes formidable, votre rendez-vous avec des gens formidables de la région. Formidables comme qui? Comme notre invité d'aujourd'hui, Alain Benzoni, que je salue. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un homme qui a su garder son âme d'enfant et qui en fait profiter les plus jeunes et les autres adultes à l'âme de gamin. Comment? Alors en créant un théâtre, un festival et un événement magique. Le théâtre, c'est celui de la Toupine, le festival, c'est Au Bonheur des Mômes et l'événement, c'est le fabuleux village des Flottins. On va revenir avec vous sur ces créations qui font briller les yeux des gamins et de leurs parents, mais aussi sur un parcours qui a commencé dans cette région d'Italie. C'est notre première photo Instagram et je pense que vous allez tout de suite reconnaître cette ville. C'est Oui, c'est Bergamo. Bergamo ou Bergame en français. Voilà. C'est la région d'où venaient vos ancêtres. Oui. Vous n'y êtes pas né, Non. mais les racines, c'est Mon père important non quand plus. même. Mais les racines, quand on ne sait pas où on va dans la vie, il faut toujours se souvenir d'où on vient, n'est-ce pas? Exactement, ça peut servir. Il paraît que c'était des colporteurs, pour ne pas dire des contrebandiers. C'est vrai. Vous êtes bien informé. Oh, mais j'ai mes sources. Pire que le KGB, la CIA réunie. Oui, ils sont partis dans les années 1860-70 et ils sont partis d'un petit village à côté de Bergame et, qui s'appelle Clusone. Et ils ont traversé un petit bout d'Italie, le Valais suisse, Les et Alpes. ils sont venus, les Alpes, bien sûr, enfin le Valais suisse dans les Alpes, et ils sont venus se poser à côté de la frontière qui va à Chamonix, qui s'appelle le Châtelard, et un petit village qui s'appelle Trian, qui est en Suisse. Et ils se sont... Une fois, je suis allé, je cherchais un peu mes racines, et on a hérité d'un chalet, d'une ruine, donc le chalet des contrebandiers, de mon arrière-grand-père. Et j'ai été demandé à la mairie de Trian, et la dame, quand j'ai dit mon nom, « Bonjour, je m'appelle Benzoni », là-haut on dit Benzoni, on ne dit pas Benzoni, parce qu'à un moment donné, Comme ils le ont dû benzène. franciser un peu les noms, parce que l'italien à l'époque, c'était pas bien, C'était mal vu. c'était mal vu. Ouais. Donc, Ils sont arrivés trop nombreux ils sont au même arrivés moment. trop au même moment, oui. Donc, et la dame m'a dit, je suis la bourgmestre du village, et elle me dit, mais Benzoni, ce que le papa disait, qui se cache sous le caillou là-haut, et effectivement, il se cachait sous un caillou à 1600 mètres d'altitude, un chalet, on passe à 10 mètres, on ne le voit pas, à 300 mètres de la frontière française, et à 1,5 km de la frontière italienne. Et ils étaient en Suisse, et ils ont vécu un petit peu, on va dire, de la contrebande. Alors j'ai lu que votre grand-père épousait la fille d'une grande famille locale. Oui, Coutet C'est à vrai. Chamonix, oui. Comment s'est passée votre enfance? Très bien. Très très bien. J'ai eu la chance de grandir entre Chamonix et Thonon-les-Bains. Benzoni, c'était pas dur à porter? Mon père, oui. Moi, nous, un peu moins. Mon père s'est fait traiter de pioustre, d'orital, etc. Oui, à l'époque. Et moi, je suis né dans les années... Enfin, j'ai grandi dans les années 60. Donc, ça allait. J'ai jamais eu des problèmes de... Vous n'avez jamais lancé racisme. des cailloux? J'ai jamais eu des cailloux. Mon père, oui, mais pas moi. Il paraît que, petite frustration peut-être, il paraît que vous rêviez d'apprendre le piano quand vous étiez petit, mais que votre famille n'avait pas les moyens, c'est vrai. Ouais, alors, moi, je fais du spectacle, entre autres, peut-être, à cause de ça. Parce que quand j'étais petit, j'étais copain avec un fils de médecin qui s'appelait François. Et je l'attendais tous les jeudis, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi, n'est-ce pas? Je l'attendais tous les jeudis sur le trottoir d'en face, et j'entendais, d'en face du prof de piano, et j'entendais le piano qui sortait par la fenêtre, et je l'attendais. Et moi, je rentrais à la maison et je disais, j'aimerais bien faire comme François, faire des cours de piano. Et on me répondait tout le temps, c'est pas pour nous. Parce que la culture, à l'époque, c'était pour les bourgeois, pour une élite, mais c'était pas pour les autres. Et de cette Donc frustration... ça m'a toujours... j'ai dit, mais pourquoi c'est pas pour nous? Pourquoi c'est pas pour tout le monde? Pourquoi la culture s'est réservée à une certaine... Vous avez voulu prouver le voilà. contraire, vous y êtes arrivé. Peut-être, je sais pas, mais ça m'a toujours un peu... ça m'a toujours un peu embêté, ça.
Vous avez fait les Beaux-Arts dans une ville bordée d'un lac, le lac que vous n'avez jamais quitté. C'est notre deuxième photo Instagram. C'est la photo de cette ville dont Avec on un beau reconnaît jet d'eau. tout de suite le jet d'eau de Genève, évidemment. Donc le lac, c'est évidemment le lac Léman. Vous étiez en section photographie, Oui, c'est ça? oui. Oui, et dans les années 73-74, donc c'était une explosion totale, c'était l'après 68, plus on était, on était à la frontière, mais on était français et il y a beaucoup de... On était en Suisse. Mais il se passait plein de choses, c'était une époque où tout était possible. Donc c'était... Oui, c'est super. Alors vous êtes devenu clown et cracheur de feu. Ouais. Comment? Ben, comme ça. Par hasard? Peut-être pas par hasard, parce que depuis tout petit, j'avais envie de faire pestacle. Ouais. Et je disais tout le temps, ouais, quand je serai grand, je ferai pestacle. Et j'ai eu de la chance de grandir, d'aller au lycée à Thonon-les-Bains. Et à Thonon-les-Bains, il y avait une maison de la culture qui a été créée par Malraux dans les 5 maisons de la culture en 1966. Donc j'avais 11 ans. Et on allait avec le collège, on allait à la maison de la culture. Et j'ai grandi avec cette maison de la culture. Et un jour, j'ai vu Jérôme Savary, le grand Jérôme Savary. J'avais 15 ans ou 16 ans. Et il y avait à l'entrée, il y avait des cracheurs de feu, il y avait tout ça. Et, Donc ça vous a donné et envie de faire pareil. et les cracheurs de feu de Jérôme Savary nous ont appris, on était des gamins, nous ont appris, on les suivait après. Et après, ils tournaient que sous chapiteau parce qu'ils mettaient tellement de bordel dans les salles que plus de salles voulaient les embaucher. Donc il avait pris un chapiteau et il tournait sous chapiteau. Et il tournait à Genève, à plein palais, souvent. Et nous, on y allait avec une bande de copains. On était des aficionados. Il vous faisait rêver Il nous a rêvé. Et les cracheurs de feu nous ont appris à cracher le feu. Ouais. Et on a commencé avec un copain à moi et on avait convoqué tous nos copains à Thonon, au bord du lac. Et on s'était mis de l'eau jusque-là, parce qu'on s'est dit, si jamais ça merdouille, on est en sécurité. On est en sécurité. Et on a commencé à cracher le feu comme ça. Ils nous avaient appris, mais la première fois qu'on a mis de la flamme à la place de l'eau, parce qu'il y a un système pour vaporiser, et la première fois qu'on a mis de la flamme, qu'on a mis du produit, c'était dans l'eau jusque-là, parce que pas fou, quoi. Vous êtes devenu Ricky l'Étincelle, c'est Ouais, votre nom c'est ça. de scène, C'est mon nom de clown. de Donc vous faisiez des étincelles. Voilà, c'est ça. Et je crachais le feu entre autres avec du chocolat en poudre. Parce que le chocolat en poudre ça s'enflamme. brûle. Oui, Le banania, il brûle. Tout ce qui est en poudre Je ne très devrais pas fine, dire de effectivement. marque, mais entre autres, il brûle bien. Voilà. Alors vous créez le théâtre du Petit Rond. Oui. C'est un jeu de mots, Petit Rond, Ouais, Petit Rond, voilà, j'imagine. voilà. À Thonon-les-Bains, 1977. En 1979, avec 2 marionnettistes, vous créez le Théâtre de la Toupine. Voilà. Il fête ses 45 ans, là. Voilà. C'est un théâtre de marionnettes à destination du jeune public. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une envie que vous avez eue très vite de faire Oui, de faire du rêver spectacle. les enfants comme vous avez fait Et en rêver vous. plus, avec la marionnette, on peut faire plein de personnages. Ouais. Parce qu'autrement, il faut supporter 10 ou 15 humains, et c'est déjà très difficile, les humains ensemble. Donc, déjà, et on peut faire 100 personnages à 2. Donc, du coup, je suis un peu parti là-dedans, dans le théâtre d'objets, théâtre de marionnettes, On est en train etc. de voir des images du théâtre de la Ah bah Toupine. voilà, bah ouais, on voit des choses là. On voit de la construction. Et là, on voit la Des construction. objets pour faire rêver. Voilà, là, on est en train de construire, oui, on a construit une vache qui jongle avec des fromages. Bon, ça, c'est récent, hein. Ça, c'est très C'est récent. pas, ouais. c'est pas les... Ça, c'est une le début de sculpture. l'histoire. On fait aussi des sculptures. Voilà. Vous avez toujours voulu émerveiller les enfants. Comment vous a émerveillé, vous? Oui, puis je sais pas, depuis tout petit, j'avais ça, les cirques, les spectacles du Tour de France et du Critérium du Dauphiné libéré. Pourquoi? C'est vrai Parce que qu'à c'est aussi un l'époque, spectacle. à part la Maison de la Culture à Thonon et Chance, il n'y avait rien. Et il y avait à Chamonix ou à Thonon ou à Morzine, il y avait le Tour de France. Et le Tour de France, il y avait un spectacle le soir. Et j'ai vu Johnny Hallyday, j'ai vu des choses folles. C'était les seuls spectacles qu'on voyait à l'époque. On a eu la télé en 62. Du coup, c'est un spectacle donc, populaire. voilà, des spectacles populaires, des spectacles pour tout le monde. C'est le moment de la question formidable. Oula. Oh, écoute. Alain, Oui, papa. il y a souvent un peu de mépris du monde de la culture pour les professionnels qui travaillent à destination des enfants. Vous le vivez comment? Très bien, parce que Vous en foutez. je m'en fous complet. Pourquoi? Parce que, vous savez, la culture, c'est un peu... ils sont mis dans une boîte et elle est apparemment réservée qu'à une élite.
Si on n'est pas scène nationale ou si on n'est pas ci, si on n'est pas là, on n'est pas culturel. Donc voilà, et que la drague est ci et là, il y a tout un gargarisme de certaines personnes et qui veulent surtout pas que ça soit général et tout. Et quand on s'adresse aux enfants, eh bien évidemment, c'est pas de la culture. Et bien sûr que si, ce sont les spectateurs de demain. Et c'est important. Vous pouvez y sens de toute façon. Le théâtre de la Toupine va créer de nombreux spectacles et jouer de par le monde. J'ai noté, alors les chiffres sont peut-être réactualisés, 9720 représentations, vous devez être au-delà. Ouais, là, vous êtes sur des anciens. C'est des vieux chiffres. On en est à 11 000. Je sais parce qu'on a fait un truc hier. On en est à 11 700 et on en est à 3300 festivals internationaux. Non, parce qu'on a fait un papier hier. Mais ça va très vite, j'ai regardé votre programmation, il y a je ne sais pas combien de spectacles cet été, c'est hallucinant. Et évidemment pas qu'en France, c'est un peu dans le monde entier. La reconnaissance la plus importante, c'est celle que vous apporte le public, j'imagine. Bien sûr. Le meilleur, enfin moi je crois que le meilleur, moi j'ai beaucoup tourné en jeune public, puis en théâtre de rue, mais je crois que le meilleur truc c'est quand une petite gamine ou un petit gamin me regarde puis me dit « Monsieur, ton pestacle, il était super », avec des yeux pas possibles. C'est la plus belle récompense, ouais, parce qu'il y a toute la naïveté, il y a le rêve là-dedans, il y a tout, quoi. Depuis 2004, vous êtes installé à Évian-les-Bains, alors à 81 km au sud, toujours en Haute-Savoie, dans le même département, il y a le Grand Bornand, où en 1990, vous avez créé le festival Au Bonheur des Mômes. Vous y accueillez autour de 90 000 personnes, dans un village qui compte 2000 habitants et 2004 vaches, il paraît. Oui, c'est ça. Je ne vais pas les compter. C'était un pari insensé, cette histoire. À l'époque, oui. Oui, bah, la preuve, on a commencé en 85-86, ça s'appelait Festival en culotte courte. Ouais. Et on s'est fait virer, parce que le maire de l'époque, on était un peu trop rock'n'roll, et le maire de l'époque, il considérait, c'était les stations de ski, donc il voulait faire du pylône, il rêvait devant Tignes, Val d'Isère & Co., mais ils ne voyaient pas le mot culture, c'était un gros mot dans les montagnes. Ils ont changé d'attitude. Ils ont changé d'altitude et d'attitude. Non, ils ont changé d'attitude et c'était un gros mot, le mot culture. Et du coup, maintenant, on est vraiment à la mode. Et tout. L'institution par excellence. Voilà, et il faut maintenant, faut diversifier et tout. Et moi, j'avais déjà un discours de tourisme culturel, entre guillemets, et de faire des choses autres que le tout sport ou le tout ski. Vous étiez précurseur et parfois c'est pas bien d'être trop en avance. Ah ça, les pionniers sont toujours un peu coincés, hein, on va pas dire, voilà. Alors c'est un festival international de spectacles jeune public, on en voit quelques images. 110 spectacles sur 26 lieux, 90 compagnies, 590 représentations, avec, ça c'est important, la moitié de la programmation qui est gratuite. Oui. Vous faites comment pour équilibrer les comptes ? Eh bien déjà, on est beaucoup sur des recettes propres, et puis on a des partenaires, on a des aides du conseil départemental et de la région Rhône-Alpes, qui nous a baissé d'ailleurs cette année un peu, comme tout le monde. Donc il faut les engueuler, il faut demander plus. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils nous avaient promis que, et évidemment, ils ont baissé. Mais bon, on a aidé, on ne va pas se plaindre non plus. Ouais. Voilà, et puis on a des recettes propres et on fait comme on peut, mais c'est important qu'il y ait des choses gratuites, parce que le culturel est en train de, mine de rien, même s'il y a des élites qui vont dans des salles, le public, et en plus on a vu avec le Covid, le public ne va plus dans les salles, de moins en moins. Et c'est important de former les générations de maintenant pour leur faire voir que le spectacle vivant existe et qu'il y a des choses. Et là, cet été, par exemple, je donne un exemple, au Grand Bornand, je fais le chanteur tête de gondole qui s'appelle Aldebert. Eh bien, 25 août, c'est gratuit. Voilà, gratuit. Pourquoi gratuit ? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les sous de payer une place au Zénith ou pour Aldebert. Et moi, on a décidé qu'on le faisait gratuit. Il vous a fait un prix, lui ? Ça, c'est secret, c'est des histoires c'est les coulisses. Mon histoire. Aldebert, c'est la star des gamins. Oui, c'est la star des gamins. Bon, moi, je suis nul, je connaissais pas. Et il dit des choses très très bien. Et il dit quelque chose de super. Il dit, et surtout, ne grandissez pas trop vite, c'est un piège. Bah là, il a raison. Il a raison. Ah, on est d'accord, il a raison. Donc c'est chaque été, cette année, c'est la 30e, alors vous avez 45e anniversaire du Théâtre de la Toupine, 30e édition du festival dont on parle au Bonheur des Mômes, du 21 au 26 août. On peut dire que c'est le festival d'Avignon jeune public.
C'est ce qu'il dit, là. Il y a des médias qui ont dit ça. Oui. Ah ben je l'avais pas vu, mais moi Il y j'ai a des trouvé ça. médias qui ont dit ça. Et Avec qui un disent ça. off, ou vous êtes plutôt le off? Nous, on n'a pas de off. Parce que quand on s'adresse aux enfants, moi, j'estime que on ne peut pas faire de off et faire n'importe quoi. Donc, tout ce qui est présenté au Grand Bornand, je l'assume et je l'assure. Et s'il y a des gens qui ne sont pas contents sur la programmation, Ils eh bien, viennent ils se viennent me plaindre auprès de voir. vous. Et moi, je dis pourquoi j'ai programmé ça ou ça. Alors, on attend tous l'été et les vacances avec plaisir, mais on va se projeter un petit peu plus tard. Il y a le rendez-vous que tous les habitants d'Haute-Savoie attendent, surtout ceux qui aiment rêver. C'est bien après l'été. C'est le fabuleux village ou la légende des Flottins. Cette fois, j'ai mis le nom en entier, le titre en entier. Vous transformez la ville d'Évian pendant les fêtes de fin d'année en pays de contes et légendes avec du bois flotté. Ça, c'était une idée de génie. Je suis sûr que personne n'y croyait au début. Ah ben non. J'ai eu la chance L'histoire des pionniers. Voilà, encore une fois. J'ai eu la chance d'avoir un député-maire, Marc Foncina, qui est décédé maintenant, qui a cru en moi et qui disait à tout le monde à Évian, le saltimbanque là-bas, laissez-le faire. Et voilà, et on a monté un truc, voilà, on voit des images. On a monté un truc, je crois, assez fou et surtout quelque chose qui est une alternative au marché de Noël. On n'a rien à vendre. Tout est à rêver et à imaginer. Ouais. Et Donc, ça, c'était... Il n'y a pas de cochonnerie made in Non, China. il n'y a pas de cochonnerie. Il n'y a rien à vendre, sinon du bonheur et du rêve à aller prendre. Voilà. C'est une c'est idée gratuit. née, c'est en 2007. C'est vrai que c'est l'idée des marchés de Noël qui vous... voilà, La qui vous commande, donnait un peu envie c'était de le venir. député maire, il m'avait dit, faudrait que je suis arrivé à Évian en 2004, il me dit, faudrait que tu montes un marché de Noël parce que les gens à Évian, ils veulent un marché de Noël. Et moi, j'ai dit, Il n'a pas ça été va bien. déçu du voyage. Oui, je lui ai dit, ça va bien, les cochonneries made in China. Et donc, il m'a dit, si t'es tant malin, trouve une idée. J'ai dit, non, moi je viens des montagnes, on n'est pas malin dans les montagnes, jamais, il ne faut pas jouer les malins. Donc, du coup, j'ai dit, je vais chercher. Et j'ai cherché une idée qui soit une idée politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils mettent tout le monde, toute la ville dedans, les petits, les grands, les moyens, etc. Et développement durable, ces idées-là, je les avais, les idées écolo, on les trimballe depuis Bien toujours. avant les autres. On les trimballe depuis tout le temps, le droit à la différence, la tolérance, etc. Donc, de faire quelque chose vraiment dans le bon sens, pour une fois que la politique ait du bon sens. Donc, j'ai fait ce projet, j'ai inventé une histoire, les flottins et les flottines, parce que je me suis assis au bord du lac Léman, puis je voyais qu'est-ce qu'il y a dans cette ville, il y a des cailloux, de l'eau, puis un jour, il y avait eu un coup de bise sur le lac, Et il y avait du bois flotté, parce qu'il y a des filets qui les retiennent au Bouvray quand le Rhône se jette dans le Léman. Et là, les filets, quand il y a des gros coups de Il Trafalgar, ils lâche. pètent. Ouais. Donc, il y en avait partout. Et je me suis dit, tiens, prouver qu'avec rien, quelque chose qu'on ramasse, on peut faire un truc de fou. Et voilà, on a créé le fabuleux village ou la légende des flottins. Vous faites participer toute la région, vous l'avez dit, établissements scolaires, commerçants, services de la ville. Ça dure 3 semaines. 150 tonnes de bois flotté, 500 sculptures, 25 conteurs, comédiens, circassiens et sculpteurs qui sont présents. Plus de 350 000 personnes qui sont venues en 2019. C'est pas un succès, c'est un triomphe cette histoire. On habite les montagnes, restons de glace et gardons la tête froide. La prochaine édition, vous travaillez dessus ou vous y mettez seulement quelques semaines avant? Non, on travaille dessus tout le temps. Même déjà, pendant l'édition cet hiver, on travaille dessus. Et bon, il y a une équipe, il y a toute une équipe avec moi. Il y en a une qui travaille avec moi depuis 15 ans là-dessus, qui s'appelle Aurélie, qui travaille au Théâtre de la Toupine. Il y a mon épouse qui travaille aussi avec moi. Et on travaille sur le... Et après, on mène une équipe, toute une équipe de comédiens, musiciens, sculpteurs, etc. Bon, c'est de quand à quand déjà en hiver? Cette année, c'est du 9 décembre au 2 janvier. 9 décembre, 2 janvier. Et c'est gratuit. Là aussi? Mais où est-ce qu'il va chercher l'argent, cet Il se homme-là? débrouille, il fait comme il peut, mais il insiste là-dessus. On va accueillir votre invité coup de cœur, tiens, Oui, oui. samedi, qui vient maintenant. C'est Thierry Torrent. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, je vais prendre mon souffle avant de vous présenter. Chef cuisinier au restaurant La Chamade à Morzine, en Haute-Savoie, écrivain, agriculteur, sculpteur. Pour quelle raison est-ce que vous avez souhaité l'avoir à côté aujourd'hui? Parce que c'est un mec incroyable. Parce qu'il est capable de tout faire. C'est déjà au niveau travail, c'est un surmec, surhomme. Et puis, il est capable de faire absolument tout. Vous venez de le dire. Et ce que vous venez de citer, toutes ces choses-là, il les fait remarquablement bien et avec du talent. Et puis c'est un bosseur de fou.
Donc voilà. Et... Bon, ça faisait plein de bonnes raisons. Les chevilles n'ont pas trop enflé, ça va. Non, il a mis des plâtres et des... Mais en même temps, c'est bon de temps en temps. L'humilité, vous savez, c'est un vrai moteur quand on est autour d'une table. Ouais. Vous sentez quoi, j'allais dire, dans votre chair en premier, s'il fallait choisir entre cuisinier, écrivain, agriculteur, sculpteur? Non, je suis cuisinier avant tout. J'aime faire plaisir aux gens. Et dans tout ce que vous avez cité de mes activités, il y a un lien d'épanouissement en tant qu'homme, en tant que vouloir faire, créer. Et la sculpture, en cuisine, on est aussi des sculpteurs, tous les cuisiniers, l'organisation d'une assiette, une décoration. Et après, c'est vrai que j'ai repris une exploitation d'un monsieur à Saint-Jean-d'Eau, juste à côté de Morzine. Et là, il y a un vrai lien avec un jardin maraîcher où on fait du légume, des fruits et aussi de la vache allaitante. Voilà. Donc, artiste de la cuisine, de l'écriture, artiste du jardinage aussi. On peut être artiste, je dirais, on doit même être artiste quand on fait du jardinage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si c'est pas dans les arts officiels, c'est de vouloir communiquer envers les autres, c'est d'offrir aux autres, c'est de créer du lien, c'est de s'épanouir en deux mots en fait. Ouais. Et puis le jardin, quand vous êtes en cuisine, c'est chez vous, en vase clos. Voilà une de ces sculptures. Voilà. Quand vous êtes en cuisine en vase clos, vous avez aussi besoin de prendre l'air, quoi. Voilà, c'est magnifique. Comment est-ce que vous décririez votre cuisine ? Pour ceux à qui ça pourrait donner envie d'aller goûter à ce que vous faites, parce que les images ont déjà envie donner envie d'y aller, parce que c'est magnifique. Un peu comme mes activités ou mes sculptures, c'est une cuisine un peu d'instinct, de saison, de produits du moment. Un peu comme on est à Lyon ici, comme chez Paul Bocuse, la cuisine du marché, j'ai travaillé chez lui, donc c'est aussi vouloir travailler le produit du moment, l'instantané, le direct, quoi, voilà. Je reviens à ce jardin de maraîchage, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, tous les légumes qui poussent en montagne à 800 mètres, 1000 mètres d'altitude, salades, en ce moment nous avons des salades, nous avons des petits poivres, nous avons, on plante aussi toutes les légumes racines, et puis aussi des herbes, parce qu'on a un projet de faire une liqueur de résilience. On a un vrai projet qu'on est en train de mettre en place et justement de cultiver une douzaine, qu'on cultive déjà 12 herbes aromatiques et aussi des herbes de cueillette pour justement mettre au point un breuvage, une vraie liqueur. C'est un sacré pari, ça. Oui, c'est un vrai pari. Il en existe et puis il existe depuis oui. Alors bien sûr, on a nos voisins la Chartreuse et nous dans le Chablais, la vallée d'eau, on n'a rien. Donc voilà. Il faut que le Génépice et les abbayes. Il est un peu comme vous, c'est un homme de défi, j'ai l'impression. Oui, c'est un challenge. Dès que c'est difficile, ça vous intéresse. Oui. Puis vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Audiard qui dit « Nous, on aime les fêlés parce que ça laisse passer la lumière ». Oh oui. C'est Audiard. Et c'est ça, il est fêlé, ce mec. Il est fêlé. Et c'est important qu'il y en ait des comme ça, parce que il travaille comme un fou, parce qu'on dit toujours vous êtes un artiste, etc. Mais vous avez du don et tout. Mais un don pas travaillé n'est qu'une sale manie. Oh là, il faut travailler. Il faut travailler. C'est un fêlé, mais qui donne du plaisir aux gens. Voilà. Mais il faut beaucoup de travail. Vous savez, sans travail, rien n'est possible. Alors, un petit mot sur le travail, parce qu'il y a un gros problème en ce moment. Oui. Il y a un problème récurrent dans l'hôtellerie et la restauration, c'est qu'on a du mal à trouver des gens qui bossent bien, c'est vrai. En ce moment, on a du mal à trouver des gens tout court. Comment ça Voilà, c'est un vrai problème, ça déstabilise les entreprises. C'est quelque chose, et maintenant, avant c'était dans le CHR, mais maintenant c'est étalé dans le BTP, partout. Tout le monde cherche quelqu'un pour travailler. Oui. Et il y a combien de chômeurs dans ce pays ? Je ne sais plus, mais il y en a pas mal. Alors on attend une réponse de nos élus, de nos politiques, pour qu'ils trouvent des solutions. Ouais. On a toujours été très contrôlés par l'administration, avec zèle. On aimerait maintenant que ce zèle, ils le mettent en avant pour nous aider à faire tourner nos entreprises. Il y a des professions qui sont obligées d'aller chercher du personnel bien sûr, en Nord-Afrique, par exemple. Il faut ouvrir les portes, bien sûr. C'est bien pour ces gens, mais on se dit que quand on a tant de chômeurs dans ce pays, il y a un hiatus quelque part. C'est à nos politiques et à nos décideurs de trouver la solution, et ils ont les solutions. Ils ont Pôle emploi, ils ont des administrations qui fonctionnent.
Donc c'est à eux d'aller chercher ces solutions et de nous aider, mais il y a urgence. La balle est dans leur camp. Merci d'avoir fait cette longue route pour venir nous voir, parce que vous venez de loin. On va passer à Loïc Ballet, qui toutes les semaines parcourt la région et ses territoires pour nous faire rencontrer d'autres gens formidables. Cette semaine, il est à Menton-Saint-Bernard. Tiens, c'est en Haute-Savoie, c'est pas le même lac. C'est pas le même lac, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique aussi. Il a rencontré 2 personnes, il va falloir choisir entre les deux. Tout d'abord, il vous propose une initiation au yoga en compagnie de Donna. C'est une Irlandaise qui a fait un détour par la Nouvelle-Zélande avant de s'installer sur les rives inspirantes, il faut le dire, du lac d'Annecy. Mais Loïc a aussi rencontré Xavier, un boucher incontournable dans la région, qui lui a fait goûter son saucisson, son jambon et son pâté croûte fait maison, sans oublier son boudin, qui est le boudin, l'occasion d'une fête au profit des enfants malades. Alors, plutôt yoga ou plutôt boucher? C'est difficile, la tendance là, de choisir. Si je choisis le boucher par rapport au yoga, je choisirais plutôt le yoga. Le yoga, je veux dire le boucher pour votre voisin, mais Voilà, tant pis. voilà, mais non, mais quand même, là, le choix, il est un peu... Ouais. On va Le tout de yoga. suite s'intéresser au yoga avec Loïc. Si je vous dis relaxation, méditation, exercice, vous allez me dire yoga et vous aurez raison. Pour Donna, le yoga, c'est toute sa vie. Cette Irlandaise, après 20 ans en Angleterre, a décidé de venir poser ses valises ici, en France, au moment de la naissance de ses enfants. Son idée, vivre de cet art. Elle est devenue professeure de yoga et forcément, face à ce lac, elle a été inspirée. Allez, on a rendez-vous avec elle. Tenue oblige, j'ai quitté les chaussures. Bah oui. On met les petits petons à l'air, petit cours de yoga. Et aussi pour l'équipe. Hein. Oui, il en a besoin du yoga, lui. Ouais. Là, j'avoue, Donna, que je suis jaloux. Le bureau est magnifique, hein. Oui, c'est pas mal. Faire du yoga à Menton-Saint-Bernard, c'est inspirant ou pas? Faire du yoga partout, en fait, dans le monde. On peut faire du yoga de partout. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des endroits qui s'y prêtent plus que d'autres? Oui, je pense qu'il y a un endroit où il y a une super bonne énergie déjà qui nous inspire et qui nous donne envie de plus être en contemplation. Moi, j'ai pas fait beaucoup de yoga dans ma vie, hein. Donc Oui. il faut y aller doucement, hein. OK. Bon, on peut faire des étirements doux et apprécier un peu cette belle soirée. On est toujours pieds nus pour le yoga. Oui, toujours pour être bien connecté. Ah oui. Et les bras vers le haut. Et expire. Pour revenir dans la posture. C'est physique, mais quand on fait avec le souffle, en vraie conscience de le corps à l'intérieur, il n'y a pas la place pour toutes les autres pensées de la vie. Donc en fait, on fait le ménage. Et on retire toutes les mauvaises idées et Oui, on oui, pense oui. qu'à ça, qu'à la respiration. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une posture qu'on pourrait découvrir là? Peut-être une posture en équilibre. D'accord. C'est super dur. Ça paraît bête comme chou. Peut-être qu'il faut essayer l'autre côté. Mais il Tu es faut en train faire de les dire que je deux. suis déséquilibrée, c'est ça? Peut-être. Ah, je sens que c'est mieux là déjà. Si j'ai bien compris, tu es irlandaise, Oui. mais tu as quand même beaucoup voyagé avant d'arriver à Menton. Oui, en 2012, on a fait un tour du monde. Il y avait un endroit qu'on a trouvé que j'ai aimé et c'était en Nouvelle-Zélande. Il y avait un lac et il y avait des montagnes. En fait, donc tu c'était un cherchais. peu un miroir d'ici. Tu cherchais Menton-Saint-Bernard Oui. en fait, c'est ça? Allez, on continue nous de se ressourcer là, face à ces montagnes et face au lac. Regardez, si c'est pas beau ça. Rien que ça, avec ou sans respiration, ça détend. Nous, on se ressource très bien ici aussi. Merci à Loïc. En tout cas, vous le retrouvez, je rappelle, tous les vendredis à 9h50 dans En Vadrouille. On revient avec Alain Benzoni avec cette question. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous? Je pense que c'est quelqu'un qui nous fait rêver, qui me fait rêver. Alors après, chacun ses rêves et chacun ses trucs, dans tel ou tel domaine, mais je pense qu'il y en a plein de gens formidables. Faire C'est- rêver. Faire rêver, pour Belle moi, c'est... définition. Je pense que c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si elle nous fait rêver, mais elle est formidable. C'est Lucille Potvin qui nous rejoint tout de suite, que nous retrouvons toutes les semaines. Bonjour Lucille. Pour parler de plein de choses, notamment d'environnement, directrice de l'association Conscience et Impact écologique à Lyon. Je lis mes notes parce que chaque fois je me trompe. Aujourd'hui, nous parler d'économie circulaire. Il paraît que c'est un des moyens de réconcilier développement économique et environnement. C'est quoi l'économie circulaire? À part que ça tourne.
C'est un peu le principe, c'est tout simplement de produire quelque chose, un objet, quelle que soit sa nature, mais au lieu simplement de finir en déchets, c'est de recommencer au départ, c'est-à-dire soit au niveau de la production, au niveau de la fabrication ou de la distribution. Oui, parce que ça part du principe que les ressources ne sont pas inépuisables. On s'est rendu compte de ça il y a quelques années. Oui. Et donc, on se dit que il va bien falloir trouver une autre solution si on veut de nouveaux objets, c'est-à-dire se servir des anciens. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a ce qu'on appelle le recyclage, mais pas seulement. Oui, en fait, il y a plein de possibilités différentes dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite au recyclage parce qu'on nous parle souvent de ça avec les déchets, de bien mettre dans la poubelle de tri. Sauf qu'en fait, il y a d'autres moyens en fait, de faire de l'économie circulaire en revalorisation d'objets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a avoir un objet, le réutiliser sous sa forme première, qui est la revalorisation. Par exemple, vous avez une télé, elle fonctionne encore, vous n'en voulez plus, vous voulez la dernière à la mode. Il suffit juste de la donner, qui va être réutilisée sous sa forme première. Voilà, donc on ne la jette pas, on la donne avec des gens qui vont éventuellement la réparer. Oui. Éventuellement la réparer. Éventuellement la réparer, éventuellement peut-être la customiser, la transformer. Il y a faire un aquarium. Ou... Voilà. Exactement. Il y a beaucoup d'ateliers d'upcycling justement pour pouvoir aussi, des objets qui sont peut-être voués à devenir des déchets parce que inutilisables, de les customiser. On le voit beaucoup avec les vêtements notamment, pour faire d'autres objets. Ouais. Le reconditionnement, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là, dans cette philosophie ou pas? Oui, complètement. En fait, le reconditionnement, c'est le principe d'avoir un objet, de vouloir le réutiliser sous sa forme première et en fait de le réparer. Et ça marche très très bien, on le voit beaucoup avec les objets du numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent d'acheter par exemple des téléphones ou des ordinateurs neufs. En plus, on sait que ça a des gros dégâts environnementaux d'en produire des nouveaux. Donc de les prendre en reconditionné, qui sont passés par des entreprises, des usines spécialisées, qui ont remis des modèles, en tout cas des composants neufs à l'intérieur. Quand on entend parler de ressourcerie, on est dans la même philosophie? Oui, totalement. En fait, il existe différents types de ressourceries. Des ressourceries qui vont être gérées en fait, par des structures qui sont issues des déchetteries. Donc ils vont récupérer en fait, ce qu'on jette en déchetterie et qui est encore utilisable, voire upcycling, donc réutilisable, transformable. Upcycling? Oui, c'est le C'est principe. pas joli ça, j'aime pas les mots anglais. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les revendre. Alors, il y a des associations aussi qui le font avec des dons. Donc, on peut donner des objets qu'on a chez soi et qu'on ne sait plus quoi faire. Et là, ça va être revendu à des particuliers qui, eux, veulent encore utiliser et reverser à des associations. Là, il y a une maison de l'économie circulaire à Lyon. Qu'est-ce qu'on y trouve? Elle sert à quoi? Alors, la Maison de l'économie circulaire organise en fait des ateliers de réparation, de restauration, d'upcycling, avec d'autres associations. En fait, c'est un regroupement d'associations. Et on se parlait, juste avant l'émission, on parlait de cette mode du vintage. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Le vintage, c'est des vieux objets en fait, dont on ne se sert plus, Oui. qui parfois reviennent à la mode. Est-ce que ça n'a pas des effets pervers, ça? Complètement. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le fait de réutiliser, revaloriser des vieux objets qui sont redevenus à la mode, parce qu'aujourd'hui, le vintage, d'avoir des vieux meubles qui sont réutilisés, voire qui sont encore dans leur jus et qui sont qui ont du cachet finalement, ça a beaucoup de valeur, même ça prend énormément de valeur, et on voit une sorte d'économie parallèle se créer. Maintenant, par exemple, je donne l'exemple toujours des palettes. Ouais. Les palettes de construction qu'on utilise pour faire des meubles. Il y a encore quelques temps, ça coûtait rien. On se les donnait tellement c'était... On les brûlait. On les brûlait. Ouais. Les gens en ont fait des objets qui sont maintenant très à la mode. Aujourd'hui, on voit des palettes qui sont fabriquées pour l'économie de restauration. Ah oui, donc c'est complètement dévoyé. Complètement. Est-ce que ça crée des emplois, l'économie circulaire? Parce que c'est important, ça. Oui. Alors, les chiffres sont un petit peu vagues, mais on sait que depuis que le phénomène de l'économie circulaire a été relancé, c'est près de 200 000 emplois qui ont été créés grâce à cette nouvelle économie. Ah oui, donc excellente chose. oui. On a presque tout dit, parce qu'on ne dit jamais tout, mais il n'y avait rien de... Bon, Le principal est là. merci beaucoup, Merci. Lucille. On vous retrouve très bientôt. Vous avez laissé la place à votre petit camarade qui nous rejoint tout de suite, qui est Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, je le dis toujours parce que c'est vrai. Bonjour Alain. Guillaume. Bonjour Alain. Oui, c'est l'émission des Alains aujourd'hui. On va vous appeler Alain Terrien, tiens, pour changer un petit peu. Vous êtes intéressé cette semaine au vocabulaire du théâtre, hein, c'est en rapport avec notre Classique, invité. on va dire. Et on va commencer avec les différents types de noms de répétition d'une pièce de théâtre. C'est vrai qu'elles ont, Oui. elles ont plusieurs noms. Oui, alors on commence par l'allemande. Une allemande, c'est une répétition pour mettre au point les déplacements, les mouvements. Donc on va rapidement, juste pour vérifier que tout est bon en termes de mouvement, déplacement.
Je connaissais pas, moi, l'allemande. Ensuite, on a le pays voisin, ou presque, l'italienne. Oui. Cette fois-ci, on met au point les dialogues. Donc on répète très vite dans le but, voilà, sans tenir compte nécessairement du reste, mais dans le but de retenir un petit peu mieux les dialogues. On a également la couturière. Alors cette fois-ci, pour les dernières retouches. Elle porte bien son nom, celle-là. Elle porte bien son nom. Costume. Est-ce que vous connaissez le filage? Bien sûr. Ouais. Filage, donc Ça se fait même en C'est télévision. faire un filage Ouais. de A à Z complet. Alors théoriquement, c'est sans public. Voilà. Voilà, sans public. Et la générale, Oui, bien sûr, c'est. qui est Avant la devant un première. parterre de public, devant un public privilégié. Est-ce que c'est la veille ou l'avant-veille de la première? Alors ça, je ne sais pas s'il y a une Ouais, durée ça forcément. peut être la veille ou Il l'avant-veille. n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue, mais il faut faire une générale Voilà. pour tout enchaîner. Oui, ça permet Dans de les voilà, conditions du direct. Dans Dans les les vérifier que la conditions, mécanique fonctionne avec les bien. costumes, avec Ouais. les effets Avec tout. spéciaux, avec tout, la lumière, avec tout. Ouais. Et devant le public définitif, c'est la première. Voilà. Et on enchaîne après. Alors j'en profite pour rappeler une règle. Profitez donc. Une allemande, une italienne, dans ce cas-là, il n'y a pas de majuscule. Donc A minuscule, I minuscule. Parce que ce sont des noms communs qui désignent alors pas des objets, mais enfin des répétitions en l'occurrence. En revanche, si je parle d'une femme allemande, j'écris une allemande avec un A majuscule, Ah une bah, italienne, la femme, avec Ouais. un I majuscule. Hein. Oui, c'est bien ça, c'est ce que j'ai dit, majuscule. Et un allemand et un italien, pareil. Oui, homme ou femme, à égalité. Mais vous faites bien de poser la question. On se méfie En maintenant. revanche, les noms de langue, je parle l'allemand minuscule. Oui, mais là, vous prenez quelque chose, un allemand, je ne savais pas qu'on mettait la majuscule. Enfin- L'Allemagne, oui, le pays, mais je ne Voilà, savais pas que sinon, le... Enfin, si je dis un adjectif, par exemple un fleuron allemand, A minuscule. C'est un adjectif minuscule. D'accord. Adjectif minuscule et le nom, ça dépend de si c'est un être humain ou une langue et un objet. Ouais. D'accord? Et il en manquait un. L'Arlésienne. Oui, j'avais un autre exemple, l'Arlésienne. Oui, c'est ça, l'Arlésienne, Non, mais l'habitant je d'Arles, suis, la femme. Mot à mot, la femme habitante d'Arles, une majuscule. En revanche, l'Arlésienne, quand on dit c'est l'Arlésienne, quelque chose qu'on n'a jamais vu, etc., là, c'est le nom commun minuscule. Oui. Alors, on va faire la chasse aux anglicismes. Je le Oui. faisais avec Lucille Oui, tout à l'heure. bravo. On va continuer parce que quand il y a un mot français, autant l'utiliser. Oui, bah, je peux même rebondir sur ce Sur que vous avez dit. l'upcycling. Oui, ça, l'upcycling, c'est le surcyclage. Ah, donc il y a un mot Surcyclage. français. Absolument. Et, Lucille. et l'autre mot que vous avez employé, c'est vintage. Il y a Oui. deux mots, c'est soit rétro, Ah oui. rétro, voilà, Oui. soit d'époque. Voilà. Et voilà, Donc on ça, a c'est une fait. fessée Et ben chacun. voilà, donc comme ça, on était à égalité. À bon entendeur, salut. Donc, dans le domaine du théâtre, au spectacle, on a le backstage. Alors ça, Bien sûr. on oublie. Les coulisses. Ouais, coulisses. Les coulisses. Et puis, il y a un mot assez intéressant, c'est le one-man show. Alors, on l'a évincé et on a trouvé un équivalent qui est le seul en scène. Le seul en scène. Il faut toujours courir pour que les gens l'emploient. Hein. Oui, C'est vrai que pourtant c'est Ouais. simple. Hein. ouais. Alors, il y a l'inconvénient du one-man show, c'est que donc, si on a Jamel Debbouze, donc c'est un one-man show, si on a Florence Foresti, c'est un... One woman show. Voilà, c'est pour ça qu'on déteste cet anglicisme en plus. Puis, il ressemble trop à mon anglais. Donc l'inconvénient, c'est que seul en scène, S-E-U-L, ce mot-là ne convient que pour Jamel Debbouze. Pour Florence Foresti, c'est un seul en scène, S-E-U-L-E. Oui. Ça Donc, paraît C'est logique. pas logique. Oui, mais alors on a remplacé certes deux anglicismes par deux mots français, mais on s'est quand même compliqué la vie parce qu'il y a un mot S-E-U-L et puis l'autre S-E-U-L-E. Et les deux sont masculins en plus. Donc c'est pas très simple. Ah Bon. oui, on dit un seul en scène et pas Ouais, une c'est ça. seule en scène. C'est ça. C'est un petit peu compliqué. Mais bon. Difficulté sur le genre. Alors je vous propose le mot entracte, masculin ou féminin? Entracte. Un, Ouais, masculin. très bien. Oui, moi je dirais un aussi, mais Un j'ai entracte. entendu dire une. Un acte, un entracte, c'est assez logique pour une fois, profitons-en. Et des mots piégeux en termes de théâtre. En termes de sens, alors j'ai une matinée, Oui, mais c'est une après-midi, Voilà. c'est pas le soir. voilà c'est ça. Oui. C'est vrai que c'est un piège ça. Voilà. Et puis j'ai aussi deux noms qui ont un objet, c'est une poursuite. Est-ce que vous savez ce que c'est une poursuite? Alors, c'est utilisé en Oui, c'est télé. un projecteur Ouais, c'est ça. Oui, bravo. qui voilà, Ah, c'est qui, un est- Très bien, excellent. Projecteur qui fait le rond. qui fait le rond bien. Et comment on connaît bien. s'appelle, la question à dessous, comment s'appelle le bâton avec lequel on frappe 3 fois au théâtre? Ah, aucune idée. Il a un nom. Alors ça, je suis collé là. Je le savais, mais je sais Ouais, je vais vous le rappeler, vous allez faire. Ah oui, le brigadier. Bien sûr. Brigadier. Brigadier. Absolument. En orthographe, celui qui fait chuter tout le monde, c'est lequel? Debout. Alors, la scénette, qui ne s'écrit pas SC, j'ose pas le dire, SCE, accent grave N-E-D-T-E, c'est pas la famille de la Seine, c'est de la famille comme le Saint-Doux, je sais pas si ça vous parle, le Saint-Doux c'est une Grèce, le Saint également, S-C-I-N, ça vient de l'espagnol, la scénette, et c'est à rapprocher de la farce qui est à la fois la pièce de théâtre bouffonne et puis la farce en cuisine.
Donc on a à la fois la scénette S-A-Y-N-E, accent grave T-E, la pièce Oui, c'est bouffonne, compliqué, là. qui vient de la Grèce, du saint S-A-I-N. Oui. Voilà. Et brièvement, on parlait tout à l'heure de répétition, ça peut s'abréger en répète. Oui, une répète, comme compétition, compète, E accent grave, TE à la fin. Et je rappelle cette règle-là, les abréviations se mettent au pluriel, donc des répètes avec un S, des compètes avec un S, comme les adjectifs, des présentateurs très pro, PROS, etc. C'est bien. On a appris encore plein de choses. Merci beaucoup, Guillaume. On apprend toujours plein de choses avec Guillaume plaisir. toute la semaine. Dernière question, réponse rapide. Alain Bazzoni, que pensez-vous de cet homme-là? Oula. Ah, il ça, c'est une belle y a des jours où je suis pas clair avec lui-même et quand je le vois dans la rue, je change de trottoir. C'est difficile, non, de changer de trottoir avec soi-même. Oui, mais ça, c'est quand on n'est pas clair avec soi-même. On n'est pas toujours d'accord avec soi-même. Exactement. C'est Merci. ces jours-là où je change de trottoir. Merci beaucoup, Alain Bazzoni, d'avoir rendu cette petite visite. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur France 3. Au revoir.